comment elle fait? J'arrive pas à faire comme elle. C'est très simple. Nous avons tous une limite physique qui dépend de trois facteurs: l'âge, l'alimentation et l'entraînement. Le mouvement humain est permis grâce à une transformation d'énergie chimique de glucides, lipides et protéines, par exemple, qui sont transformés à 75% en énergie thermique, donc en chaleur corporelle, et à 25% en énergie mécanique, donc en mouvement. Un effort trop intense peut être mauvais pour la santé, notamment celle du cœur. On peut utiliser un cardiofréquencemètre qui permet de mesurer la fréquence des battements cardiaques et donc d'adapter son rythme. Allez, plus vite! J'ai mon pouls qui augmente. Tu pourrais m'expliquer comment ça fonctionne un cardiofréquencemètre? Ouais, vas-y. Lorsque tu prends ton pouls au repos, ce n'est pas très précis car ce n'est pas pendant l'effort que tu fais. Donc pour mesurer la fréquence cardiaque de façon très précise en temps réel pendant l'effort, on utilise un appareil qui s'appelle le cardiofréquencemètre. Il existe deux types de cardiofréquencemètres. Tout d'abord, le premier qui est sans doute le plus utilisé et le plus répandu, c'est celui-là donc avec une ceinture abdominale et une montre. Donc la ceinture abdominale est placée sur le thorax. Et donc c'est l'émetteur qui va capter la fréquence cardiaque. Elle le capte grâce à des électrodes qui viennent recueillir en temps réel des informations sur le battement cardiaque. Et donc ces informations sont transmises au récepteur qui est souvent sous la forme d'une montre. Donc à ce moment-là, le nombre de battements par minute s'affiche sur le cadran de la montre. On peut également retrouver un autre type de récepteur qui se place sous la forme d'un petit appareil qu'on peut mettre par exemple sur le guidon des vélos. Il existe un deuxième type de cardiofréquencemètre, c'est donc sous forme de bague et il marche par lumière pulsée. Donc on a l'émetteur sur le premier côté latéral de la bague qui envoie une lumière infrarouge à travers le doigt et cette lumière va être recueillie par le récepteur sur l'autre côté latéral de la bague. Quand le sang va passer à travers les vaisseaux sanguins du doigt, cette lumière va baisser en intensité et du coup l'émetteur va pouvoir recueillir le nombre de battements cardiaques par minute et donc après l'afficher sur le cadran de la bague. Suivant ton âge, on peut déterminer quelle est la fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire combien de battements ton cœur peut faire par minute lors d'un effort sans se fatiguer et donc sans mettre ta santé en danger. Donc pour ça, on utilise cette formule très simple. Donc, t'as quel âge? 16 ans. D'accord. Alors, donc on va calculer la fréquence cardiaque maximale de Zoé. « 220-16 » 204. Donc, ça indique que ton cœur peut effectuer jusqu'à 204 battements par minute sans se fatiguer et sans nuire à ta santé. C'est l'allumage, on devrait avoir les mêmes capacités, non? Ouais, c'est vrai. L'âge n'est pas le seul facteur. L'alimentation joue aussi pour beaucoup. Pour fonctionner, les muscles ont besoin d'énergie qu'ils puisent dans les protéines à 15%, qui permettent de réparer la fibre musculaire et sont présentes dans la viande, les œufs et le poisson. Dans les graisses à 30%, qui permettent de stocker l'énergie, et dans les sucres lents à 55%, qui permettent de faire un effort dans la durée et qui sont présentes dans le pain, les céréales et les pâtes. Ah, j'ai chaud. Ah, il faut pas avoir aussi chaud là. Je sais pas, on va demander à Anaïs. Ah ouais. Le travail musculaire nécessite de grandes quantités d'énergie. Étant donné que le moteur humain n'a un rendement que de 20 à 25%, 70 à 80% de l'énergie produite est libérée sous forme de chaleur. Pour chaque 50 kcal dépensées, la température du corps devrait s'élever de 1 degré. Ah, ça fait 1 heure. T'imagines, on a dépensé combien de calories? Je sais pas, peut-être 200. La température, elle doit pas avoir augmenté de 3 ou 4 degrés. Durant un effort de 60 minutes, un coureur consomme environ 900 kcal. En théorie, la température du corps devrait s'élever à 55 degrés. C'est pourquoi le corps utilise des systèmes de refroidissement. Peut-être que boire de l'eau, ça permet de contrôler la température corporelle. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut toujours beaucoup boire. Passe-moi de l'eau, alors s'il te plaît. Merci. Il est en effet très important de boire beaucoup d'eau lors d'un effort physique. Mais ce n'est pas la fraîcheur de l'eau qui aidera à refroidir le corps.
Bien s'hydrater permet au corps de sécréter de la sueur, et c'est la sueur qui va permettre de réguler la température corporelle. Le débit de sudation augmente proportionnellement avec l'intensité de l'effort, et on perd en moyenne 1 litre d'eau par heure. Il est donc très important de bien s'hydrater. De plus, lorsque l'on perd de l'eau, la capacité physique diminue. Une perte de liquide de 2% réduit la capacité physique de 20%. Donc Zoé, si tu veux courir plus longtemps, quoi? C'est le fait de voir, t'as pas d'eau là? Non, j'en ai pas, faudrait peut-être qu'on aille en acheter. Ouais. On y va? Ouais. Tiens, regarde, j'ai trouvé ça. C'est des boissons énergisantes. Tu vois? Tu penses que c'est bien ça pour faire du sport? Je sais pas. Mais pour la santé, ça a pas l'air terrible. Regarde, acidifiant, citrate de sodium. Je sais pas, t'en penses quoi? Bon, on va demander à Alice. Ouais, on va demander à Anaïs. Déjà, il faut que vous fassiez la différence entre une boisson sportive et une boisson énergisante. Dans une boisson énergisante, il y a des excitants et c'est déconseillé lors d'une activité sportive. La boisson sportive doit compenser les pertes d'eau et d'électrolytes, ainsi que d'énergie pendant la période d'activité sportive et après l'activité. Donc, dans les boissons sportives, il y a souvent de l'eau, des glucides et des sels minéraux ainsi que des vitamines. On considère qu'un apport de glucides et de sodium n'est pas nécessaire si l'activité est inférieure à 90 minutes. Ça n'améliorera pas la performance sportive. Le stock de glycogène est suffisant et les limitations de performance sont causées par d'autres phénomènes physiologiques tels que l'acide lactique et la capacité musculaire. La transpiration fait perdre de l'eau et des sels minéraux, principalement le sodium. Il permet d'éviter l'hyponatrémie, qui est un trouble causé par une carence en sodium. Cependant, ça n'apparaît qu'à partir de 4 ou 5 heures d'activité physique intense. La consommation excessive de sel pendant l'exercice peut aussi conduire à des problèmes gastro-intestinaux, des dépréciations de l'équilibre ou provoquer des crampes. La consommation de boissons riches en glucides par des personnes ne pratiquant pas d'exercice physique est une cause avérée de prise de poids. Ça fait combien de temps? 55 secondes. Ça commence à me brûler dans les muscles. Allez, on tient, on tient. Ah, mais pourquoi ça brûle? Ah, ça je sais. Viens, je vais t'expliquer. Ouais, t'arrives. Donc notre corps a besoin en permanence d'ATP qui permet aux ponts d'actinosine d'effectuer le mouvement des muscles. Les ponts d'actinosine sont présents dans les fibres musculaires et permettent aux muscles de se contracter. Donc on obtient de l'ATP à partir de cette réaction C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O qui vont donner 12H2O plus 6CO2 plus 36 ADP plus 36 phosphate. Donc la molécule d'ATP est composée d'une molécule d'adénosine et de 2 molécules de phosphate. Puis il y a une autre molécule de phosphate qui va venir se greffer dessus et va donner une molécule d'ATP. Donc la molécule d'ATP est composée d'une molécule d'adénosine et de 3 molécules phosphate dont l'énergie se trouve dans cette liaison-là. Et ensuite, dans le cycle de l'ATP et de l'ADP, ce phosphate va s'enlever et c'est là que l'énergie va être. Donc il existe 3 réservoirs différents d'ATP dans notre corps. Le premier est anaérobie alactique. Il représente l'ensemble des molécules d'ATP déjà présentes dans notre corps. Il est utilisé pendant les 7 premières secondes de l'effort, qui est d'intensité très forte sur une durée très courte. Donc le second réservoir est anaérobie lactique. L'ATP est produite à partir de la dégradation du glycogène, qui est un sucre lent. Il est utilisé pendant les 3 à 7 premières minutes pour un effort intense pour une durée moyenne. Et c'est quoi un sucre lent? Un sucre lent, c'est du glycogène et c'est un enchaînement de glucose qui va donner beaucoup d'ATP. Ok. Enfin, le dernier réservoir est aérobie. L'ATP est produite à partir d'O2. C'est le réservoir le plus important pour la production et la synthèse d'ATP. Il peut aller de 37 ATP avec le glycogène jusqu'à 390 ATP avec certains lipides. Il est utilisé après 7 minutes d'effort, qui est d'intensité moyenne pour une durée assez longue. Et du coup, c'est quoi la différence entre glucose et glucogène? Le glycogène, donc je t'ai dit que c'était un enchaînement de glucose, alors que le glucose, lui, va donner très peu d'ATP. Ah, donc en fait, c'est un sucre rapide. Voilà. Donc en fait, il est important de bien récupérer et d'avoir des temps de pause pour pouvoir qu'on reconstitue notre réserve d'ATP. Donc du coup, c'est bon, ça fait assez longtemps qu'on y retourne. Ouais, mais je pense que ton entraînement n'est pas adapté pour moi. Bah viens, je vais t'en faire un spécialisé, je sais comment faire. La clé de l'amélioration de la performance sportive, c'est un bon entraînement. Mais pour les amateurs, un entraînement par semaine, ça permet de se maintenir en forme. Ça permet pas de s'améliorer. Il existe plusieurs types d'entraînement.
Donc il y a l'entraînement en capacité, l'entraînement en endurance et l'entraînement en puissance. Et suivant le sport dans lequel tu veux progresser, les programmes d'entraînement varient. Je veux devenir une sprinteuse hors pair. Ok, bah suis-moi. Donc pour t'améliorer en sprint, il va falloir travailler sur ton réservoir d'ATP et d'aérobie alactique, c'est-à-dire le réservoir d'ATP qui te délivre de l'énergie jusqu'à 7 secondes d'effort en utilisant l'ATP qui est déjà présent dans tes muscles. Alors donc il va falloir que tu travailles sur ta capacité, c'est-à-dire le volume de ce réservoir pour qu'il puisse devenir de plus en plus gros. Donc pour ça tu vas faire des entraînements avec des courses supérieures à 7 secondes et à 100% de ta vitesse maximale. Il va falloir aussi que tu t'entraînes en puissance, donc c'est-à-dire le débit de ce réservoir d'ATP. Donc pour augmenter le débit de ce réservoir d'ATP, et donc pour ça tu vas devoir faire des courses inférieures à 7 secondes et à une vitesse supérieure à ta vitesse maximale, c'est-à-dire te dépasser physiquement. Bien sûr, pour t'améliorer en sprint, il va falloir que tu varies ces deux entraînements, donc une fois l'un, une fois l'autre, en alternant aussi avec des périodes de repos. Et donc tu peux te faire un programme d'entraînement sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Hop. Voilà. J'ai raté. C'est exactement à ça que peut servir l'entraînement. En fait, quand je t'envoie le signal hop, il est perçu par ton cerveau, il est d'abord analysé avant que le message soit transmis au muscle. En fait, il existe deux types de mouvements, les mouvements réfléchis et les réflexes. Lorsque le cerveau reçoit un message, donc d'abord il l'analyse et ensuite il envoie un influx nerveux aux muscles qui peuvent être par exemple présents dans tes cuisses. Ces influx nerveux passent par un réseau de nerfs et il peut traverser 40 à 75 mètres par seconde. Donc le but c'est de le faire partir le plus tôt possible, et donc le but de l'entraînement ça peut être aussi de t'habituer à recevoir ce signal pour qu'il se transforme en réflexe et que le cerveau n'ait plus besoin de l'analyser. Donc on s'y remet. Hop. T'as pas un mètre? Cadreur, vous n'avez pas un mètre? Merci. Tiens, pourquoi? Bah, tu sais, c'est pour mesurer la longueur entre mon cerveau et ma cuisse. Ah, c'est pour mesurer en combien de temps il pourrait partir l'influx nerveux? Ouais. Alors attends, ça part de là. Ça fait 80 cm. Attends, donc si j'ai 80 cm entre mon cerveau et ma cuisse, ça fait... L'influx nerveux, il met une seconde pour parcourir 75 mètres. Ça fait 1 centième de seconde. Ouais. Donc en 1 centième de seconde, tu pourrais partir. Ouais, si je Voilà. si Et je bah me c'est la parti. Ouais. Hop. Plus on s'entraîne, plus on est fort. Mais on peut pas s'entraîner à l'infini. Non, il y a des facteurs limitants quand même. Par exemple, le volume d'oxygène maximum que peut contenir tes poumons, il n'est pas infini. On peut le mesurer avec un test qui s'appelle le VO2 max, donc qui permet de mesurer la capacité maximum de tes poumons à recueillir de l'oxygène. Et si tu veux, je connais quelqu'un qui est en train de le faire là. Donc nous allons aller voir un test effort de VO2 max et nous allons aussi aller interviewer un médecin du sport. Voilà, donc on vous tient. Le VO2 max est le débit maximum d'oxygène consommé lors d'un effort, c'est-à-dire le volume maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps. Donc on peut voir que cet homme est sur un vélo en train de pédaler. L'intensité et la difficulté du vélo se corsent au fur et à mesure du temps. Et une fois que cet homme aura atteint sa limite maximale et qu'il sera à bout de ses limites, il fera un signe au médecin d'arrêter. Et donc grâce au capteur et à l'ordinateur, le médecin va pouvoir mesurer sa capacité maximum d'oxygène dans ses poumons. On vient de sortir du test de VO2 max, et là on va voir une médecin du sport qui va répondre à nos questions sur l'entraînement et l'alimentation. Donc on va filmer tout ça et puis voilà. Nous sommes avec le docteur Nedelec à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye et nous allons lui poser des questions sur l'entraînement. Alors docteur, à quel point l'entraînement influence-t-il les performances sportives d'un individu? Alors c'est très important dans le sport de s'entraîner pour développer déjà les capacités du cœur à augmenter le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang qui arriveront jusqu'aux muscles, et donc qui permettront de faire de l'oxygène grâce à de l'énergie grâce à l'oxygène, et donc de contracter les muscles. On peut
peut aussi, en augmentant son entraînement, en faisant un bon entraînement, augmenter donc la taille des vaisseaux, le nombre des vaisseaux qui vont arriver sur les muscles et également la masse musculaire, donc qui permettra aussi de faire des mouvements plus importants et donc des meilleurs dans son sport. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives s'il est mal réalisé ou trop intense? Alors oui, s'il est mal réalisé, on peut se blesser déjà parce que les muscles sont parfois fragiles, les tendons aussi. Donc si on fait des mauvais gestes répétés, on crée des micro-traumatismes qui ensuite diminuer les performances parce qu'on a une petite douleur ici ou là et on peut même se faire de vraies blessures à force de faire ces mouvements qui ne seraient pas adaptés. Et pareil pour le cœur, si on a une maladie qui n'a pas été découverte, on ne le sait pas, on peut faire des efforts trop intenses et puis faire un malaise qui peut être plus ou moins grave parce qu'on a une malformation quand on est jeune ou plus tard, quand on est plus âgé, après les 40-50 ans, voire plus, faire un malaise cardiaque du genre infarctus parce qu'on a des petites plaques d'athérome sur ses coronaires qui sont les artères qui vont dans le cœur et qui peuvent donc se boucher à l'occasion d'un effort intense à cause d'un caillot qui se mettrait là. Ça peut être embêtant parce qu'ensuite, quand le cœur est abîmé, on peut moins se faire de performance pour la suite. D'accord. Et une dernière question, à l'approche d'une compétition, est-ce qu'un athlète doit varier son entraînement habituel ou est-ce qu'il peut... À l'approche d'une compétition, oui, forcément, il va essayer de s'améliorer, donc d'augmenter ses performances en faisant tout s'entraînement et s'entraînant encore et toujours. Comme Wilkinson qui essayait d'utiliser toujours un poteau plutôt que d'utiliser au milieu parce que c'était plus difficile. Donc il le refaisait jusqu'à la perfection et toujours viser le poteau au-dessus. Et après, c'était divisé entre les deux poteaux, je suis d'accord, mais voilà, c'était un exemple de la perfection et c'est l'entraînement qui a mis ce geste parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bon, du coup, on vient de sortir de chez la médecin du sport, donc moi, je sais pas ce que t'as pensé, mais c'est super intéressant. Hein. Moi j'ai trouvé ça super intéressant, Ouais. maintenant j'ai grave envie de faire du sport et tout. Et je sais pas si t'as un entraînement pour moi. Tiens, alors justement, j'avais préparé ça, donc tiens, vas-y, tu peux le prendre. Là, donc t'as les différents jours, en fonction des différents jours, tout ce que tu dois faire. Et du coup, ce que je te propose, c'est que comme il dure 2 semaines, et ben on se retrouve dans 2 semaines pour le débriefing. D'accord, ok. Bon, à dans 2 semaines. Non, c'est